Ce que je me souviens enfant, c'est que moi, c'était extrêmement gai. C'était des potes. Dans ma chambre, quand ma mère m'envoyait me coucher, je retrouvais tous mes potes, moi. Et donc, tous ces défunts qui étaient dans ma chambre, on rigolait, ils me racontaient leur vie, leurs histoires, leurs anecdotes. Je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui ma richesse humaine et émotionnelle. J'adore les humains qui me racontent leurs histoires, ça me fascine. Et je pense que j'avais déjà cette fascination enfant avec les défunts. Merci de nous avoir choisis et merci d'être aussi fidèles. Vous savez qu'on a passé un cap avec plus de 130 000 aujourd'hui. Alors à l'heure où on enregistre, en tout cas, 130 000 abonnés en l'espace de 3 ans, c'est assez considérable. Et je vous remercie infiniment, solennellement, auprès de tous ceux et celles qui nous suivent. Et merci à ceux qui s'installent aussi sur ces canapés et qui viennent humer un peu l'ambiance, l'atmosphère de ce petit studio, comme le fait notre invité d'aujourd'hui. Lana Hama est installée ici, toute de Toulouse venue. Toulouse. Il faut le dire de cette manière-là. Bonjour Lana. Bonjour Marc. Merci infiniment. Merci d'avoir fait le déplacement et merci de nous parler un petit peu de votre vie, de votre parcours de vie que vous assumez aujourd'hui. Pleinement. Vraiment. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Absolument pas. Pas du tout, non. Non, pas du tout. Ça a été, c'est un chemin. Et aujourd'hui, avec le recul, le chemin était super sympa. Ça veut dire c'est super sympa. Avec vos jolies lunettes rondes, vous assumez le fait de dire je suis médium. Complètement. Aujourd'hui, je l'assume complètement. Je dis même que je suis médium pragmatique. Ça, en général, ça allume des trucs bizarres dans des gens. Alors, il y a médium, pragmatique. Ouais, pragmatique. Parce que j'explique que mon parcours est atypique puisque j'ai commencé ma carrière dans l'immobilier. Ouais. Ensuite, j'ai été conseiller en investissement financier. Donc, j'étais dans la finance pendant 12 ans, indépendante. Très cartésienne, pour le coup. Super cartésien, les chiffres, enfin bon, voilà, l'immobilier, les placements. Et que, voilà, en fait, le fait de redevenir médium, parce que je le suis depuis ma naissance, ne m'empêche pas d'être pragmatique, en fait. Ça m'empêche pas d'être cartésienne. Ouais. Je dis en rigolant que je fais mes déclarations d'impôts, j'ai des tableur Excel pour suivre ma trésorerie, mes charges, etc. Ça n'empêche pas. Voilà. Et aujourd'hui, ça, c'est vraiment une de mes missions, en tout cas, que de vivre ça, de le vivre, de l'incarner, quoi. Ouais. Et on se disait, d'ailleurs, en off, avant de démarrer l'émission, moi, je suis assez fasciné par ces gens qui prennent ce virage à 180 degrés quand même, qui ont une situation établie, ouais. Un positionnement social, pour le coup, ouais. Oui, et qui font en tout cas partie de la moyenne haute, comme on dit, de ces Français, et qui décident, évidemment, de se lancer parce que on se sent appelé. Alors, je pense que tout au départ, au-delà de l'appel, c'était surtout l'inconfort. Je sentais vraiment un inconfort. Alors mon parcours a été semé d'embûches, sinueux, mais en tout cas dans la phase où il a fallu que je regarde cette falaise là et que je me dise il va falloir que je saute à un moment donné, j'ai reculé. J'ai attendu pendant 2 ans sur le bord de la falaise en me disant jamais je fais ça, jamais j'arrête ce que j'ai construit depuis 12 ans, les revenus que j'avais, la vie qu'on avait à pouvoir partir dans le monde et faire plein de voyages. Tout ça, c'était. C'est une remise en question, hein. Complète, ah, oui, absolument. Bien sûr. Ouais, complètement. Alors évidemment, on a envie de savoir le switch, et le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez avec cette comment dirais-je, cette envie de prendre ce virage? Vous allez nous le raconter. Mais est-ce que cette médiumnité, est-ce que vous percevez, ressentez, d'abord, comment elle se définit? C'est de la clairaudience, clairvoyance, clairsentience? En fait, j'ai tout. Clairaudience, clairsentience, j'ai la totale, clairconnaissance, j'ai même l'odorat, qui m'a beaucoup aidée dans certaines situations. Et tout ça, en fait, alors, je pense que j'avais déjà tout enfant. J'ai un petit peu de mal encore à me souvenir précisément de comment ça se passait. J'ai comme des flashs ou je rigole, moi, en parlant des soirées diapos. Vous savez, quand on mettait les diapos dans des racks, là, il y a des choses qui passent de temps en temps où je revois des scènes quand j'étais enfant. Et en fait, j'avais complètement tout mis sous le tapis, oublié. J'ai tout oublié ma médiumnité pendant 38 ans. Volontairement? Absolument pas. Non, par dépit, par colère. J'étais absolument pas compris par mes parents. Ouais. J'en avais extrêmement peur. Bon, après, je peux l'entendre, hein, complètement. Discuter avec son arrière-grand-père qui est mort 6 ans avant que je naisse, ça peut paraître un peu bizarre. Puis, manifestement, ce que j'entendais, ce que je voyais de lui,
était juste, puisqu'on me demandait comment je le savais, en fait. Et oui, parce que alors justement, vous demandez vérification? Alors, moi, mais non, parce que à 4 ans, dans la tête d'un enfant de 4 ans, OK, ouais. 3-4 ans, enfin, c'est les images que j'ai de repas de famille où, en fait, je dis quelque chose qu'il vient de me dire à l'instant, enfin, qu'il vient de dire, pas me dire, mais de dire. Et je vois la tête de tous ces adultes qui sont complètement surpris, choqués, qui ont peur et qui se demandent comment j'ai fait pour avoir cette information-là, enfin, comment je sais ça. Et donc, je me souviens, ça, enfant, m'être dit que c'était pas juste que ce soit moi qui me fasse engueuler de dire quelque chose que lui venait de dire, en fait. Et dans ma tête d'enfant, pour moi, tout le monde était comme moi, en fait. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi on s'en prenait à moi, en fait. Et pendant 39 ans, vous allez passer ça sous le silence? Complètement. En fait, j'ai fermé tout. Et je me suis dit, bah, si c'est comme ça, quand on est enfant, on veut être aimé de ses parents. Et si papa, maman, ça leur fait peur, s'ils disent que c'est pas normal que je sache ça, que je devrais me taire, ben, j'ai fait ce que... Sauf que entre enfant et 39 ans, il y a un delta. Il y a des années, ouais. Il y a des années. donc vous auriez pu changer de cap entre-temps. Ouais, je pense honnêtement que j'ai lutté contre. Je me souviens avoir certains flashs à certains moments de ma vie. Vous savez, il y a des moments clés dans la vie où j'ai eu des informations. Et je pense que délibérément, j'ai voulu fermer parce que ça appelait à des souvenirs douloureux. J'avais énormément de colère en moi. Énormément, vraiment. C'était pas juste, en fait. Et sans ça, donc vous saviez l'origine de cette, vous connaissiez l'origine de cette colère? Non, je me souvenais plus, j'avais complètement oublié. C'était pas juste, c'est pas juste qu'on n'admette pas que vous ayez ces capacités. C'était pas juste. Ce dont je me souviens ado, c'est que c'était pas juste qu'on m'accepte pas comme je suis. Voilà, c'est ça. Voilà. Sans savoir définir ce que je suis, hein. J'aurais pas mis de mots, j'aurais pas compris, en fait. Mais alors, vous auriez pu quand même, en étant justement ado, jeune femme, vous auriez pu exploiter dans votre coin, sans avoir effectivement à dire les choses et sans avoir à le mettre sur la place publique, en tout cas en famille. Ouais. Alors, en fait, je l'ai fait par petites touches comme ça. C'est ce que je raconte dans mon premier roman. Je l'ai fait notamment avec la mère d'un de mes ex-petits copains de l'époque, qui, elle, qui s'assumait beaucoup plus. Donc, on a fait du spiritisme, on a fait du tirage de cartes, on a fait des choses. Mais c'était quelque chose dont je parlais pas. Je le vivais avec elle et on s'éclatait vraiment. Enfin, elle était extrêmement bienveillante. C'était comme une mère pour moi à ce moment-là de ma vie, pour ça au moins. Voilà. 2019, l'année compliquée. Charnière. Ouais. Divorce. Alors la séparation, c'était en 2009. Ah, 2009 2009. Ah, parce ouais. que moi j'ai sur 2009. la fiche, 2019, ouais. Mon ex-mari me demande le divorce et en fait, quand il me l'a demandé, j'ai cru qu'il plaisantait, quoi. Ouais. Et quand je me suis retournée, que j'ai vu sa tête, je me suis dit, bon, manifestement, il plaisante pas. Et là, mon monde s'est écroulé. Waouh, c'est-à-dire que vous sentez rien venir? Rien. Wow. Alors, sur le moment, bien évidemment, maintenant que je regarde dans le rétroviseur, il y avait plein d'éléments, plein de signes, plein de choses avant-coureurs qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Mais un peu comme je l'avais fait avec ma médiumnité, je mettais ça sous le tapis au fur et à mesure en me disant que j'avais pas le choix, que c'était comme ça. Et donc, je n'ai pas vu venir du tout, au point par 2 fois, j'avais des médicaments dans une main et le téléphone dans l'autre. Ouais, donc c'est allé jusque-là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu un déclic. Je saurais pas dire quand précisément. J'ai eu un déclic de me dire, bon, là, je suis au fond de la piscine. J'ai 2 possibilités. Soit j'ouvre la bouche et j'y reste. Soit je donne un coup de pied et je remonte. Voilà. Et j'ai eu cet élan de mettre un coup de pied. Je savais pas dans quel sens j'allais le prendre. Je savais pas comment ça allait se passer, combien de temps ça allait mettre. J'en savais rien, vraiment. Mais j'ai eu cet élan de vie à un moment donné. Est-ce que c'est votre médiumnité qui vous sauve? À ce moment-là, non. Pas encore. Là, je suis vraiment dans un instinct de survie. Vraiment. Tout en ayant, dans le même temps, des petits appels du pied par des synchronicités, des petites choses de rien du tout. Je sais que c'est à ce moment-là que mon grand-père paternel a commencé à venir me parler, qui était décédé, hein, bien sûr, depuis de nombreuses années. Et c'est à ce moment-là que, de temps en temps, j'entendais comme un souffle qui me disait « Allez, lève-toi ce matin, ça va bien se passer. » Une chose après l'autre. Vraiment, j'avais comme des petits relents, des petites choses qui venaient. Mais alors, absolument pas consciente de les avoir. Hein. C'était vraiment quelque chose de très subtil. Est-ce que pendant ces 38 ans de
d'abstinence médiumnique, si je puis dire, on va l'appeler ça comme ça. Quel est votre rapport à la spiritualité et à cette dimension? Zéro. À zéro. Rien. Rien du tout. Rien. C'est-à-dire que toutes les formations, l'enseignement spirituel, c'est après 2009. Après 2009. Après 2009, il y a eu un... Ouais, en fait, je me suis dit, vu là où j'en suis, c'était vraiment cet élan de survie. Il y avait plus le choix, en fait. Il fallait vraiment que je trouve une façon de me sortir de l'ornière dans laquelle je m'étais mise. Je me retrouvais seule avec mes 2 enfants. Je venais de créer ma société de conseil en investissement financier. J'avais pas de revenus, pas de clients. On démarre de from scratch, quoi. Donc là, j'avais pas le choix. Et je me suis dit, sors les rames et vas-y. Et là où je dis que j'ai eu vraiment des petits... Aujourd'hui, je sais que ce sont des synchronicités, des signes. Ah ouais. Mais c'était tellement énorme. Je les prenais pas véritablement comme tels, tout en sachant que si c'était là, c'est qu'il y avait une raison. Et quel signe, par exemple? Par exemple, je me souviens de cette fois où je me suis retrouvée en fait à la suite de la décision de justice avec mes deux enfants à temps plein, ce qui n'était pas prévu. On devait faire garde alternée. Et de me dire, mais comment je fais avec une société, une maison, 2 enfants, et seule, quoi. J'ai pas de famille dans la région de Toulouse. Et donc, je me souviens un soir m'être dit dans mon lit, bon, je sais pas s'il y a quelqu'un là-haut, mais s'il y a quelqu'un, envoyez-moi un signe, quelqu'un qui puisse m'aider, en fait, avec les enfants. Croyez-le ou pas, mais le lendemain, en allant chez des amis, au milieu d'une conversation, je ne connaissais personne chez ces amis-là. J'ai une personne qui m'avait invitée, mais toutes les autres personnes, je ne connaissais pas. Et au fil d'une conversation, j'entends que une famille venait de repartir en Allemagne et la nourrice était donc disponible parce qu'elle se retrouvait sans boulot. Et donc j'ai lancé comme ça à volo, si vous pouviez lui donner mes coordonnées, ce serait juste génial. Et je l'ai embauchée le lendemain. Ah ouais. Je l'ai embauchée le lendemain et en fait elle m'a aidée, mais comme on l'appelle avec mes enfants, on l'appelle Mary Poppins, parce qu'elle a été là vraiment, elle est tombée comme voilà. Elle a été tellement de soutien pour moi. Elle était parfois on a envie de dire, elle est tombée comme par hasard. Ce fameux hasard que j'adore tellement maintenant. Ah oui, bien sûr. Maintenant que j'ai compris, en fait. En tout cas, c'est une belle synchronicité. Et des comme ça, j'en ai eu plein, en fait. Il fallait que vous soyez là cette soirée-là, qu'il parle de ça. Je ne connaissais personne. Enfin, je veux dire, c'est le truc... Et qu'on évoque cette personnalité. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, elle rentre dans votre vie et les choses vont s'accélérer. Les choses s'accélèrent. Alors bon, je suis encore dans un divorce qui a été extrêmement... Alors vraiment, je connais absolument toutes les démarches possibles et imaginables. Vous auriez pu faire ça. Je pourrais être avocate presque. Non, je rigole, mais... Ouais. Et ça a été extrêmement long. Ça a été... Je pense honnêtement, avec le recul, il me fallait ça pour me réveiller. Il a fallu que ça aille aussi loin pour que je puisse reprendre les rênes, en fait. Est-ce que vous aviez une vie qui ronronnait un peu? Ah ouais. Alors, j'avais une vie... Alors, c'était très ambivalent. J'avais une vie qui ronronnait top. Un mari, des enfants, une maison, un boulot, enfin, on partait en voyage un peu partout, des amis, enfin, voilà. Tout allait bien. Et je me souviens d'un déclic, une amie de Paris qui est venue un été et qui me disait « Waouh, c'est génial, je venais d'avoir ma fille. Oh, mais qu'est-ce que tu dois être heureuse !» Et là, je me suis dit « Mais en fait, non, je suis pas. Je suis pas heureuse, j'ai tout. » Et c'est vrai, je peux pas dire l'inverse. J'avais tout pour être heureuse. Matériellement parlant. Je l'étais pas. Mais absolument pas. Vraiment. À côté de mes pompes, enfin, vraiment, j'étais pas... Et en même temps, personne n'aurait pu le dire. Quand on est capable de dire « je n'étais pas heureuse », est-ce qu'on est capable de dire « pour être heureuse, il me faudrait ça ». Non. Non. C'est pas aussi simple que ça. Moi, ça m'a pris des années avant de savoir. Des années. En fait, j'étais anesthésiée. Voilà. Je me suis fait anesthésier tout au long de ma vie. Alors, après, j'ai fait d'autres découvertes encore plus tard. C'est ce que vous allez nous raconter pour justement cet enseignement spirituel, tout ce que vous allez faire. C'est le tour du monde presque. Vous allez faire deux fois le tour du monde en saut de puce. Ouais. Alors à chaque fois, je revenais à Toulouse parce que j'avais mes enfants, mais ouais. En fait, j'étais comme, anesthésiée. C'est ça. Je vivais ma vie de façon automatique. Voilà. J'avais fait des études, des grandes études. Ensuite, parce que mes parents m'y avaient poussé, j'étais heureuse de le faire, mais bon voilà, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, enfin ça s'est déroulé comme ça se déroule dans les films, dans les familles lambda, voilà. Et jamais, à aucun moment, je me suis posé la question de savoir si j'étais heureuse ou pas, en fait. J'enchaînais les étapes sans me poser de questions, vraiment aucune. Et la séparation en a été une, certes, mais il y en a eu d'autres, parce que
La vie m'a pas épargnée et ça a été compliqué pendant de nombreuses années. Mais je crois qu'à partir du moment où j'ai eu décidé que ça prendrait le temps que ça prendrait, mais j'irais mieux, là, je me suis vraiment donné les moyens, en fait. En tout cas, vous avez été combative. Oui. Mon enfance m'a aidée pour ça aussi. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai découvert beaucoup plus tard, mais oui, et puis peut-être que c'est aussi mon caractère, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi une question de survie. C'est surtout il y a les ça, enfants, en fait. il y a tout le monde. Enfin, Exactement. C'est surtout ça, en fait. On peut pas se laisser aller. J'avais pas le choix. Voilà. Il y a eu un moment donné, j'avais pas le choix. Bien sûr. Avec le recul, je vois aussi à quel point je suis pas restée dans le j'ai pas le choix et je vais pas bien. J'ai vraiment posé des actions, en fait. Ouais. J'ai vraiment, oui, je me suis pris en main et j'ai investi énormément d'argent dans ces formations, dans les voyages que j'ai pu faire. Et je savais à chaque fois exactement pourquoi j'y allais. Donc ça s'est réveillé à ce moment-là, en fait, les intuitions, en quelque sorte. Ouais. Petit à petit, c'est revenu. On appelle ça parfois le pouvoir de l'intention. Oui. Est-ce que vous avez mis en place un pouvoir de l'intention et comment vous le définissiez? Je pense au moment le plus critique de la situation du divorce, je me suis dit à moi-même que plus jamais personne ne déciderait pour moi ce qui était juste pour moi, ce qui était OK pour moi. Et donc du coup, j'ai posé des actions qui, moi, me faisaient vibrer. Des choses que j'allais enfin faire, mais pour moi. Comment? Eh ben, en posant, je me souviens d'une fois où je me suis posée avec une feuille blanche et puis je me suis dit, OK, tu te contrains de rien, tu t'arrêtes de rien, tu t'auto-satures de rien et tu mets tout ce que tu aimerais faire. Donc vous listez? J'ai listé. Okay. Aujourd'hui, j'appelle ça la liste du réservoir. En fait, c'est tous ces trucs qu'on aimerait pouvoir faire ou qu'on aime faire et qui peuvent nous remplir, en fait. Certains, pardon, excuse-moi, certains disent, certains font cette liste-là en se disant tant que je n'ai pas coché toutes les cases de la liste, c'est que je n'ai pas atteint mon but. Ouais. Alors ça, bon non, j'ai pas de but, moi. Moi, c'est le chemin, c'est important. Et en fait, pour moi, le but, c'est la fin, et la fin, c'est les 4 planches, quoi. Donc moi, j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai envie de continuer. J'ai envie d'apprendre plein de trucs. J'ai envie de vivre plein de choses. J'ai envie de partager plein de choses. Alors, revenons sur ce pouvoir de l'intention. Et donc, je me suis dit, voilà, ça fait des années que tu vis pas pour toi vraiment, que tu vis pour les autres, que tu vis pour tes rôles, le rôle de l'épouse, le rôle de l'amante, la mère, la fille, la sœur, voilà. Là, si tu devais te poser, qu'est-ce que t'aimerais faire? Et en fait, j'ai fait une liste. C'est super dur à faire. Parce que le mental, il prend le relais constamment en disant « T'as pas les sous, c'est trop loin, t'as pas le temps, nanana. » Enfin, il trouve plein d'excuses pour pas le faire. Mais j'ai tenu bon et j'ai noté un certain nombre de choses en me disant « Je sais pas si un jour je pourrais le faire. » Et presque je m'en fous, en fait. Mais voilà ce que j'aimerais faire, voilà qui j'aimerais rencontrer, voilà le lieu dans lequel j'aimerais aller, voilà ce que j'aimerais vivre, parce que c'était pas que des lieux ou des personnes, mais c'était aussi j'ai envie de vivre telle expérience. Et encore aujourd'hui, hein, je coche des trucs en me disant mais te rends compte, tu l'as mis il y a je sais pas combien d'années. Combien il y avait de points? J'ai pas compté. C'est vrai. Franchement. Il y en avait beaucoup. Ouais. Et je l'entretiens en fait. Je continue à le faire ça. Ouais. Je continue à me faire des listes de trucs que j'aimerais pouvoir faire. Vous pensez que le pouvoir de l'intention donc déjà commence par le fait d'écrire comme ça, d'écrire noir sur blanc. Alors après, moi c'est écrire. Ouais. Il y en a d'autres, ça peut être de le dire. Il y en a d'autres, ça peut être voilà. En tout cas, vous l'avez fait en conscience. Alors, j'ai fait là, pour le coup, j'étais en pleine conscience. J'ai pris conscience au fur et à mesure que ça avait vraiment un impact. Comment, Lana, comment vous avez réussi à dompter effectivement ce mental? Parce que comment est-ce qu'on arrive à se dire que qu'est-ce qui est de l'ordre du mental qui vous empêche et de l'ordre de l'intuition qui vous fait dire sois raisonnable? C'est hyper facile en vrai. Une fois qu'on a compris ça, c'est hyper simple. Le mental, il empêche. Le cerveau droit, l'intuition, elle permet. Une fois qu'on a compris ça, en fait, il n'y a pas de limite. L'intuition, elle va nous permettre absolument tout. Alors, j'ai pas dit à la seconde, j'ai pas dit tout de suite maintenant. Parfois, il faut des moyens, il faut trouver du temps, il faut s'organiser. Mais elle permet. Le mental, il empêche. C'est lui qui va vous raconter tout ce qu'il faut pas faire, tout ce qu'a foiré la fois d'avant, tout ce que, les moyens que vous n'avez pas, le temps que vous n'avez pas. En fait, c'est une fois qu'on a compris ça, honnêtement, aujourd'hui, je me sens riche de ça, en fait. D'avoir compris cette subtilité entre rester dans les croyances, les carcans, ce que j'ai fait pendant 38 ans de ma vie. Alors ça m'a appris plein de choses, hein. J'ai pas dit l'inverse. C'est chouette et c'est ce que c'est toutes ces années-là, c'est ce qui fait que je suis moi aujourd'hui et celle que je suis aujourd'hui.
Mais depuis que j'ai compris que l'intuition, c'est pas un truc barré, c'est pas un truc qu'il faut pas, c'est pas un truc qu'il faut limiter du tout. Enfin, on entend des choses, ici, vous en entendez plein, des choses comme ça. Et parfois, tout est son contraire. Hein. Parfois, tout est son... L'intuition, en tout cas pour moi, elle permet. C'est-à-dire qu'elle autorise, elle ouvre des possibilités et des trucs qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Alors, c'est ça qui est intéressant et je voudrais qu'on s'attarde un instant sur cette histoire d'intuition. Est-ce que l'intuition, parfois, peut vous faire comprendre que ça n'est pas la bonne voie? Oui, bien sûr. Donc, du coup, elle vous oblige à prendre conscience. En tout cas, elle oblige à rien. Elle oblige à rien, vous avez raison. Mais elle vous fait comprendre. Elle guide. Attention. Ouais. C'est pas la bonne direction. Oui. Donc, on pourrait, et c'est là où la subtilité entre le mental qui vous empêche et l'intuition qui vous fait prendre conscience que ça n'est peut-être pas le bon chemin et donc, par définition, qui vous empêche aussi. C'est quoi un mauvais chemin, en fait? C'est ça toute la difficulté du truc. L'intuition, elle permet quelque chose qu'on n'aurait pas fait si on avait écouté le mental, soyons clairs. L'intuition, c'est elle qui va ouvrir des possibilités nouvelles, c'est celle qui est en lien avec la créativité, l'inventivité, tout ce qu'on ne travaille pas avec le mental et tout ce qu'on ne travaille pas dans notre société aujourd'hui. Donc, à partir du moment où on laisse cette intuition nous guider, elle va nous emmener sur quelque chose qui va forcément nous apprendre quelque chose. Et c'est pas forcément nous apprendre que des trucs super sympas. Parfois, on peut être guidé sur un chemin, mais parce qu'il fallait qu'on y aille. Et c'est aujourd'hui ce que je dis de mon histoire. Ok, je me suis retrouvée avec des difficultés dans ma vie, des costauds, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que je sais tout ce que je sais, que je suis ce que je suis, et que je peux transmettre aujourd'hui tout ce que moi j'expérimente et que j'ai expérimenté dans ma vraie vie. C'est aussi ça qui fait que, donc, il n'y a pas de mauvais chemin en vrai. C'est qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience sur moi, en fait? Et ok, bon, bah, celle-là, je la ferai pas parce que vraiment, ça me va pas. C'est pas ok pour moi. Mais en vrai, c'est une expérience. Et c'est ce qui permet de définir ce qui est ok pour nous et ce qui est pas ok. Alors, je dis souvent, c'est ok, c'est pas ok. Le mental, il est là. C'est un gardien. C'est lui qui a les expériences du passé. C'est lui qui se souvient. C'est lui la mémoire. Nos mémoires. Dans cette vie-là, dans les précédentes, enfin, c'est notre mémoire. C'est lui, je dis souvent à mes stagiaires en formation, je leur dis, imaginez Zeus avec son trident, là, voilà, bah, l'ego, il se pose et voilà, c'est lui qui sait. Voilà. C'est ce qu'il pense. Mais à partir du moment où on ouvre le cerveau droit, si on ouvre l'intuition, la médiumnité, la créativité, l'inventivité, bah, ça n'est qu'une parole enfin, on est en équilibre dans ce cas. C'est un peu comme sur, vous savez, le petit angelot et le petit diable, là. Voilà. Sûr. Cette intuition, au fur et à mesure de vos périples, au travers de vos enseignements spirituels, des tours du monde que vous avez pu faire avec différents enseignements que vous avez suivis, elle se décuple? Oui. Alors, il y a eu comme 2 petits bouchons qui ont sauté dans 2 pays, 2 continents différents, où il m'est arrivé des expériences. J'ai pas compris sur le moment ce qui m'était arrivé, mais j'ai eu conscience qu'il y a un truc qui se libérait. Donc c'est dans 2 pays complètement différents, une fois en Amazonie, au fin fond de l'Amazonie, et une autre fois pas en Thaïlande, au Cambodge, pardon, où bah je faisais la touriste, j'étais la touriste. Et c'est rigolo parce que il s'est passé la même chose dans ces 2 pays-là en fait. J'étais dans dans un groupe, l'autre toute seule, et je croise des autochtones, des gens que je connais pas, enfin un homme chaman. J'ai appris qu'il était chaman après coup en Amazonie, et un homme assis par terre au milieu des temples d'Angkor. Et ces 2 hommes m'ont fixé, alors à 2 moments très différents, ils m'ont fixé et ils sont venus me dire, tu sais, tu l'as. Juste cette phrase. Juste ça. Et alors bien sûr dans leur langue, donc moi j'ai rien compris, donc j'ai fait venir les traducteurs. Enfin, alors le chaman en Amazonie, il parlait un peu anglais, donc il me l'a dit en anglais. Mais au temple d'Angkor, enfin, c'était dans la langue locale et j'ai pas compris, donc j'ai fait venir un guide et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me traduire? Et le type me dit, je comprends pas. Il me dit, est-ce que tu sais que tu l'as? Et mais j'ai quoi? Et en fait, ces 2 hommes ne m'ont pas répondu. Ils ont fait demi-tour. Alors, au temple d'Angkor, il a fait demi-tour, il est reparti. Il devait vous délivrer juste ce message. Et je suis restée là en me disant, mais de quoi il me cause? Bien sûr, bien sûr. Voilà. En Amazonie, ça a été un peu différent parce que j'ai discuté avec lui. Et j'ai passé une semaine dans le village avec lui, avec sa famille, le chef du village, chaman. Et j'ai passé une semaine avec eux. Alors, quelle réponse vous apportez à cette
affirmation? Eh ben, je pense qu'ils étaient là pour me réveiller, quoi, pour me dire, voilà, bouge-toi, il y a autre chose que ce que tu connais aujourd'hui, ce que tu perçois aujourd'hui, et tu as la faculté de le sentir, de le savoir, de le connaître. J'en sais rien. J'ai pas la réponse en vrai, hein, mais en tout cas, ça a été comme des déclencheurs en me disant, ok. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit bon, je suis rentrée, je me souviens à l'hôtel, je racontais aux gens autour de moi, je me dis, celui-là, il avait un peu fumé. J'ai pas quand c'est arrivé la deuxième fois en Amazonie, je me suis dit, là, quand même. Et je me souviens d'une conversation un soir avec ce chaman, dont je ne saurais absolument pas retraduire le nom qu'il avait. Enfin, je sais pas faire. Je me souviens d'une fois où aller voir, vivre ensemble, dans tous s'entraider, parler, le soir au coin du feu, chacun racontait ce qu'il avait fait dans la journée, ça rigolait. Je comprenais rien, hein, mais parce qu'il parlait en local, mais et cet homme prenait le temps après de débriefer un peu avec moi, de me raconter ce qui s'était passé pendant la soirée. Donc moi, j'étais juste spectatrice de ce qui se jouait, mais ce qui s'y jouait, c'était tellement d'amour, tellement de bienveillance, tellement d'entraide. Moi qui vivais la procédure en France, voilà, c'était extrêmement nourrissant. Et une fois, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé naître parmi vous, en fait. Et je me souviens, je l'ai en moi, le regard qu'il a fait en se retournant vers moi et en me disant, mais Lana, si t'es née dans ton pays, et à cette période-là, c'est que t'as quelque chose à y faire. Et là, je me suis dit, ok, prends ça dans ton sac à dos. Ça met de la pression en direct. Ouais. Et en fait, je me suis dit, non, c'est logique. Avec tous les enseignements que j'avais fait entre-temps, je commençais à comprendre pas mal de choses. J'avais visité déjà des vies antérieures puisque j'étais déjà dans la pratique des mémoires akashiques. Et donc, je me suis dit, ok, c'est logique en vrai. Si j'avais voulu naître ailleurs, si mon âme avait voulu s'incarner ailleurs, j'y serais allée. Bien sûr. Voilà. Par contre, aller à son contact pour récupérer quelque chose dont moi j'avais besoin, ça oui. Alors, vous avez récupéré quelque chose? J'ai récupéré tellement. Ouais. Depuis toutes ces... Et c'est rigolo parce qu'à l'époque, je ne savais pas pourquoi j'allais dans certaines formations. Je savais pas. Il y a même des formations, c'est des copines qui m'ont traînée en me disant « Allez, viens, on va découvrir ça !» Je savais pas de quoi il s'agissait. Alors, pour vous dire, moi, j'arrivais en tailleur. Ah oui, finance. J'arrivais en tailleur, je les voyais tous avec leurs trucs, vous savez, les pantalons... pantacourt, là. Non, les pantalons avec le fond des fesses vaseux, là, comme on dit. Ah oui. Des dreadlocks, des machins. Ah oui. Et moi, je me disais « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Et je suis arrivée, je me souviens notamment le premier enseignement des mémoires akashiques, ils avaient tous leurs affûts, leurs machins, moi j'avais rien du tout. J'ai débarqué comme si de rien n'était. Les gens me disaient alors, tu veux devenir thérapeute? Non, pas du tout. Moi je viens là, voilà. Et en fait, je me suis pris des alors c'est pas des claques, c'est des bouffées d'amour de ouf. Et je me suis dit mais c'est ça la vie en vrai. C'est pas du tout ce que je vis là-bas. C'est alors en adaptant les choses, et ça j'ai appris après. Parce qu'il y a eu un moment donné, je me suis demandé, il fallait pas que je me fasse des dreadlocks aussi. Non, je rigole, mais... Ah oui. Mais ouais, parce que je me disais, mais en fait, il y a découvrir tous ces univers, ça a été génial. Vraiment, j'ai appris plein de choses, je me suis nourrie, j'ai récupéré plein de choses que je savais déjà, et que je savais plus que je savais. Par contre, je me suis dit, et ça, il m'a fallu un temps, me dissocier de... la vague New Age qui va avec, c'est pas moi en fait. Voilà. C'est en ça que je dis que je suis médium pragmatique aujourd'hui. C'est parce que moi, ce qui me plaît, c'est d'aller dans des milieux où les gens sont fermés, où les gens sont cartésiens, pragmatiques. Vous dites, moi j'adore quand les gens me disent, moi j'y crois pas à ces trucs. C'est clair. J'adore ça. J'adore parce que je sais, aujourd'hui j'ai compris que je fais partie d'une des possibilités pour eux d'ouvrir quelque chose. Voilà. Et ça, c'est génial. Vous êtes une femme de challenge. Ouais. Et vous aimez ces challenges-là. Et c'en est un. Que de se retrouver face à quelqu'un qui est d'un seul coup, met une barrière ou un frein en disant, moi, ces trucs-là, c'est bien gentil, mais, c'est ça. C'est souvent ce qu'on, il y a des, voilà, moi, dans ma famille aussi, de temps en temps, j'ai des gens qui me disent, des proches qui me disent, alors, tes petits bonhommes verts, comment ça se passe? Voilà. Donc, bon, ça, c'est voilà. Alors, ce qui est assez rigolo, ça, je l'ai vécu tout au départ. Avec mon environnement, proche. Proche, bien sûr. Ma famille, notamment. Où bon, voilà, mes parents me disaient qu'est-ce qu'elle nous fait, alors quitter la finance, non, mais bien sûr. avec l'assise que j'avais pour eux, bien sûr. Qui moi me convenait pas du tout, mais facialement, voilà, et commencer à faire ce que je faisais. Mon père me demandait même pas, il voulait pas savoir en fait ce que je faisais.
Oui, mais bien sûr, c'est Et des mondes avec le tellement temps opposés et tellement différents. et avec le temps et je pense aussi, le fait de moi, le vivre de façon de plus en plus sereine, Mmh. il m'a fait un beau cadeau juste avant de partir. Alors, il y a aussi, un élément qui est important parce que vous allez découvrir effectivement le monde des annales akashiques, hein, Oui. Et puis tout cet univers de spiritualité qui va vous conforter dans l'idée de vous dire qu'effectivement vous êtes une médium pragmatique, mais vous allez apprendre aussi d'autres choses, peut-être que vous n'auriez pas nécessairement, heu, aimé savoir. Il y a peut-être des étapes de votre vie, si vous acceptez qu'on en parle Oui, évidemment, bien sûr. c'est que dans votre famille, il s'est passé des choses quand même Oui. et ça va vous être révélé tout ça. Ouais, justement lors d'une séance de mémoire akashique où effectivement, en fait, l'idée d'ouvrir ses propres mémoires akashiques, c'est d'aller y poser des questions, justement pour comprendre, pour guérir, pour apaiser, pour, débloquer des situations ou en tout cas, amener, une vision beaucoup plus élargie Mmh. d'une problématique qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et alors, je ne sais même plus quelles questions j'avais posées à l'époque, mais lors d'une ouverture, de mes propres archives, j'ai posé une question un jour et effectivement, c'est à ce moment-là que m'a été révélé, le fait, que j'ai été victime d'inceste, toute ma vie, en fait. Ça a commencé à mes 4 ans, quand mes parents, en fait, ont divorcé et que mon père n'était plus dans les parages. Mon grand-père en a profité à ce moment-là pour, commencer Mmh. ses affaires et ça a duré, alors j'ai pas de date précise, mais a priori jusqu'à la vingtaine. Ah oui. Et comment vous accueillez ça aujourd'hui? Eh bien, Enfin, en tout cas, à l'époque assez de la curieusement révélation. et c'est ça qui a fait que, je me suis dit en tout cas, à ce moment-là, je sais que c'est ce qui a fait que je me suis dit: «Les mémoires akashiques, c'est un outil que je vais utiliser». Voilà. Ça a été ancré à ce moment-là parce que quand je suis sortie de ma séance avec, ces mémoires qui me sont revenues, et ben, j'étais tellement soulagée de savoir, en fait. J'avais l'impression, c'est comme pour ça que je l'ai appelé comme ça, d'avoir récupéré la pièce manquante du puzzle de ma vie, quoi. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas dans ma vie, des événements, des situations, des comportements, et je cherchais depuis déjà quelques années puisque, le fait de sortir d'amnésie traumatique, j'en suis sortie à 44 ans, donc c'était 6 ans après la séparation et en fait, ça a été comme un véritable soulagement et je me suis dit: «Mais que l'outil, sacré des mémoires akashiques avait en fait une force, heu, juste Révélatrice révélatrice et apaisante, en et fait». apaisante, ouais. Parce que vraiment, je me souviens quand j'ai refermé mes mémoires, alors bien sûr, j'étais choquée des souvenirs qui étaient revenus, mais je me sentais tellement, tellement, tellement soulagée de savoir que et puis ça faisait la lumière sur plein d'autres choses. Ça Mmh. faisait des liens avec plein, plein de choses et c'est ce que, notamment, je raconte dans mon roman. En fait, ça donnait du sens, quoi. Voilà et je me suis dit qu'à ce moment-là, j'allais enfin pouvoir passer à une autre étape de ma vie Mmh. où j'allais pouvoir m'accepter pleinement, quoi, avec tout ce que j'ai vécu. Donc aujourd'hui, vous êtes médium, Oui, pragmatique. oui, Voilà. Et alors vous avez une subtilité, alors ça c'est aussi c'est un truc, que vous estampillez et que vous dites, haut et fort, la purification des lieux. Pourquoi est-ce que, vous avez pris cet angle-là? Parce que vous dites médium purificateur de lieux. ouais. Je sais pas vous dire, pourquoi cette appellation, c'est venu comme ça. Ce que je sais, c'est que depuis toujours, j'ai cette attirance aux lieux. Voilà, j'ai commencé ma carrière dans l'immobilier, Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait le j'ai rapprochement. Oui, j'ai bah oui, bah, évidemment. j'ai toujours été attirée par les lieux, les églises, enfin les châteaux, je rigole parce que quand il y a des personnes qui me demandent de venir faire des purifications dans des châteaux, moi j'ai l'impression d'être à Disney ou c'est Noël, je sais pas, mais voilà. En fait, à l'école, j'aimais pas l'histoire, hein, soyons clairs. L'histoire-géographie, voilà, c'était, Mmh. pas mon truc. Mmh. Mais apprendre l'histoire du lieu, par le lieu lui-même et par, les défunts, les entités qui sont mais je trouve ça extrêmement passionnant, quoi. Mmh. Je suis dans la transmission. J'adore apprendre, par le biais de personnes ou transmettre Mmh. en se parlant. Et donc, aller dans des lieux, enfin, moi, les lieux, je les vois pas vite, forcément, je vois plein de monde et notamment des gens qui me racontent leur histoire, quoi. Donc j'ai appris l'histoire, enfin, j'apprends l'histoire de France, en arrivant sur Toulouse, et en commençant les purifications sur Toulouse. J'ai appris l'histoire de Toulouse. J'étais loin de m'imaginer qu'il s'était passé tout ça dans l'histoire de Toulouse.
Et je trouve ça passionnant, en fait. Donc il y a des gens aujourd'hui qui font appel à vous, qui vous disent voilà, il se passe un truc chez moi, ou je ressens quelque chose, ou une atmosphère particulière, ou voilà, faites-moi une purification des lieux. C'est ça. Et alors la chance, parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est que comme j'étais dans la finance avant, j'ai énormément de liens avec des notaires, des avocats, des agents immobiliers, des architectes, etc. Donc je suis dans la sphère immobilier. Ah oui. Et donc du coup, j'ai aidé les gens qui me suivent, parce que j'ai quand même des gens qui m'ont suivi, non, mais parce qu'il faut le faire, j'ai quand même des gens qui m'ont suivi depuis que j'étais conseiller en investissement financier et qui sont venus me consulter en tant que médium. Et c'est là que je me dis, waouh. Mais alors ça veut dire que les gens vous consultent parce qu'ils n'arrivent pas à vendre, ou parce qu'ils aimeraient acheter? C'est ça. Et alors en général, c'est des blocages. C'est ça. Ils n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent pas à louer. Ouais. Il y a des problématiques avec, alors si c'est de l'investissement immobilier locatif, des locataires successifs dégradent, voilà, des choses comme ça. Puis alors vraiment de façon conséquente. Ouais, ça saccage. C'est ça. Ça peut être des personnes qui, ça je l'ai assez souvent. Alors les fameuses personnes qui me disent bon, je vous appelle, je vous préviens, je préfère vous le dire, j'y crois pas, mais notre enfant voit un papy, un mamie dans le salon et ça nous fait grave flipper. Donc voilà, on sait par bouche à oreille ou que vous pouvez intervenir, est-ce que vous pouvez nous aider? Et en fait, moi j'adore faire ça parce que je parle pas aux enfants. Je parle aux parents, en fait. Oui, bien sûr. Et je leur explique que leur enfant, il est né comme ça. En général, ce qui scotche les pragmatiques et cartésiens, c'est quand je leur dis un truc dans la maison, ou dans l'histoire du lieu, ou dans leur histoire à eux, parce qu'on en parlera après, mais l'effet velcro est là présent, où ils me disent, mais c'est pas possible que vous sachiez ça, en fait. Vous savez ça? Et c'est là que je sais que je peux ouvrir une porte et m'y engouffrer. Alors, je fais pas de prosélytisme, ils y croient pas, je m'en fiche. Moi, je leur dis, si vous n'y croyez pas, c'est pas le problème, moi, j'y crois pour vous. Mais je sais qu'en repartant, il y a un petit quelque chose qui a bougé chez eux et ils se disent, mince, peut-être que finalement, voilà. Et ça, j'adore. Mais est-ce que quand on se découvre, parce que moi, je vous connaissais pas, Alana, et je suis ravi, encore une fois, qu'on puisse échanger sur votre parcours de vie, on vous sent libéré quelque part. Complètement. Ouais, vraiment. J'ai lutté contre moi-même pendant toutes ces années. Enfin, après, ça se comprend. Oui. Je suis née dans une famille incestueuse où la domination était de mise. C'est-à-dire qu'il fallait pas parler, il fallait pas dire. Ouais. C'était le secret, le silence et le secret. Voilà, je suis née dans le silence et le secret, en étant une petite fille pleine de joie, pleine de vie. J'arrêtais pas de parler, je rigolais tout le temps, je parlais fort. Enfin voilà, j'étais pleine de vie. Et en fait, je suis née dans cette famille, pas par hasard. Parce qu'en fait, il fallait que je reprenne mon pouvoir. Il fallait que je redécouvre qui j'étais. Il fallait que je réapprenne qui je suis pour l'être pleinement et ne plus me laisser influencer par les événements extérieurs. Après, alors là, on parle de l'inceste, donc bon, voilà, mais ça peut être d'autres choses moins lourdes. Mais pour autant, c'est d'apprendre à se poser la question, est-ce que c'est OK pour moi ou pas, en fait? Ça, je savais pas faire, il y a encore quelques années. Revenons un peu sur ce que vous appelez la mémoire des lieux, parce que ça, c'est quand même c'est assez passionnant de rentrer dans un lieu. Alors, je me suis posé la question quand vous êtes arrivé dans le studio. Je peux vous dire que je me suis dit, waouh, quelqu'un qui ressent les énergies des lieux. Hop, voilà, que se passe-t-il ici? J'espère que tout va bien. Et que, voilà, bon. Super. Sur la mémoire des lieux, est-ce que on peut partir du principe que à partir d'un moment où on se sent mal chez soi, c'est que il y a sans doute un travail à faire à ce niveau-là? Alors oui, absolument. Alors il y a un travail à faire sur les lieux, mais pas que. Et en fait, c'est aussi toute la pédagogie que j'essaye d'apporter aux gens quand je viens faire la purification de lieux, c'est de leur expliquer que c'est pas parce que j'interviens une fois que je fais ce que j'ai à faire dans le lieu pour libérer, apaiser, transmettre les messages des défunts éventuellement qui peuvent être présents, etc. Que c'est bon, quoi. Je leur explique qu'en fait, tout ce qu'on vit, nous, en tant qu'humains, dans un lieu, ça diffuse quelque chose. Et donc, une grosse dispute, un décès, un deuil, enfin, mais aussi de la contrariété, de l'ego, plus, etc. C'est des choses qui peuvent se lire dans un lieu, et ça fait ce que moi j'appelle le velcro, en fait, avec l'histoire du lieu. C'est-à-dire que on choisit pas ces maisons par hasard, enfin ces lieux, jamais. Oui, souvent on nous dit que ce sont les maisons qui vous choisissent. Exact. Alors, moi, dans ce que moi j'en comprends aujourd'hui, c'est les deux, en fait. On s'attire ou pas. Pourquoi, quand on fait des visites d'agents immobiliers, il y en a qui disent sur le trottoir, non, alors là, vraiment, je ne rentrerai pas dans la maison, alors que sur le papier, probablement, il y a tous les critères, mais donc je pense que
l'important, c'est de comprendre que ce qui se joue dans le lieu, c'est ce qui se joue dans la vie des habitants. Et ce que vivent les habitants, c'est ce qui peut se lire dans le lieu. Et ça, moi, je l'explique avec l'effet velcro, en fait. Vous savez, c'est velcro qui s'accroche là. Donc, quand moi, je viens faire une purification, mon job, c'est de décrocher le velcro du lieu en voyant ce qui s'y joue, comprenant, apaisant, voilà, ce qui a besoin d'être apaisé dans le lieu. Mais j'explique que si les habitants ne comprennent pas en quoi ça s'accrochait en velcro avec leur vie, leur vécu, leur histoire, leur façon d'être, leur façon de faire, j'ai beau détacher, moi, la partie du lieu, il y a de très fortes chances pour qu'il y ait autre chose qui se raccroche dans pas longtemps. Donc ça veut dire qu'ils doivent cheminer aussi, eux. Absolument. Et je trouve que pour toucher des cartésiens pragmatiques, passer par le lieu, ça permet quelque part, pour ceux qui m'appellent en me disant « bon, j'y crois pas, j'ai besoin de vendre ma maison », de rentrer par le biais de la maison pour leur faire comprendre aussi des messages à eux, en fait. Et donc, les purifications, souvent, ça se passe avec aussi les habitants. De manière très concrète, une purification, ça se déroule comment? Il faut compter entre 1 heure et 1 heure et demie. Je dis en rigolant aux gens, je fais un premier tour de la maison comme un agent immobilier. Je me fais de visiter. Alors, je suis avec ma sauge, mais la sauge, c'est pour moi, c'est pas pour la maison. Donc, je fais le tour de la maison. J'appelle ça comme ça. Je sors mes antennes pendant le premier tour. Ce qui me permet, moi, de me poser, de voir ce qui se passe, de ressentir, d'entendre, de voir, enfin, tout ça, de mettre vraiment tout en off, en on. Et puis, lors du deuxième passage, alors, c'est assez rigolo parce que je dis aux gens, voilà, observez-moi pendant que je fais ce premier tour, parce qu'il y a peut-être des endroits où je vais m'arrêter, on en discutera après, où je vais vous poser une question à un endroit précis, et on en parlera après. Et quand on fait le deuxième tour, c'est là que, alors, je demande aux gens, parce que j'ai fait des formations où on est allé me chercher un peu trop loin, le truc un peu trop loin, j'étais pas prête. Ça, j'ai trouvé ça violent. Donc aujourd'hui, j'ai cette démarche de dire aux gens jusqu'où je vais dans ce que je peux vous dire. Ok. Voilà. Jusqu'où vous me permettez d'aller. Voilà, exactement. Et c'est ok pour moi. Je leur dis de toute façon, même si je dis rien, je vais le faire. Hein, je vais faire ma partie. Donc c'est pas le débat. Et vous pouvez faire sans avoir à dire? J'ai jamais eu besoin. Okay. En fait, j'ai beau dire aux gens, si vous voulez pas savoir certaines choses, dites-moi. Et même les plus cartésiens pragmatiques, ils veulent savoir. Oui, ils veulent poser des questions, ils veulent. Voilà. Oui, évidemment. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours un moment donné où du coup, c'est vraiment un échange, une conversation. Et je me souviens de cette femme qui, j'avais fait un premier tour, je m'étais arrêtée à un endroit très précis. Et quand j'ai fait le deuxième tour, enfin quand j'allais pour débuter le deuxième tour, elle m'a arrêtée de suite. Elle m'a dit alors, vous vous êtes arrêtée à tel endroit dans le salon, je veux savoir pourquoi, parce qu'elle avait une idée derrière la tête en fait. Et donc j'ai raconté le pourquoi. Il y avait un défunt en fait qui faisait les 100 pas devant un mur de briques. On est à Toulouse, devant un gros mur de briques. Il faisait les 100 pas et comme s'il cherchait quelque chose. Donc je lui décris ça, je lui dis. Et là alors je l'ai raconté c'est une des anecdotes de mon deuxième livre. Et en fait elle me raconte que parce que je lui dis il cherche quelque chose et là elle devient livide, blanc. Elle me dit mais en fait, à cet endroit précis, on a trouvé un trésor dans le mur. En fait, quand on a fait les travaux, on a trouvé une poche avec 2 piécettes d'or, qui datent de 500 ans en arrière, je crois. Ah ouais. Et c'était précisément à l'endroit où je lui avais dit. Et donc du coup, elle était juste estomaquée. Et ensuite, bien évidemment, quand il se passe ce genre de choses, après, les personnes sont très enclins à poser des questions, comprendre, voilà, savoir ce qui se passe dans le lieu et pourquoi ça a un lien avec leur vie. Combien de fois les gens m'ont dit mais tout ce que vous venez de dire là, de ce qui se passe dans la maison, est-ce que ça peut être ma vie aussi, ce que vous venez de dire? Et en fait, c'est là que j'explique l'effet velcro, quoi. Est-ce qu'il vous est arrivé de dire peut-être à des gens, à des propriétaires, il faut pas rester là? Alors, je le dis pas tel quel, mais alors j'ai pas un souvenir précis là comme ça, mais si ça devait arriver, je pense que je le dirais pas tel quel. Et puis surtout, ma pratique a évolué aussi. Je fais le lien avec un agent immobilier. Enfin, je travaille beaucoup avec des agents immobiliers qui ont des mandats, qui sont bloqués, ils n'arrivent pas à vendre. Voilà, des lustres, ils m'appellent en général. Et je me souviens de cette jeune fille qui m'avait fait venir dans une maison et j'étais super embêtée parce que je voyais pas la maison se débloquer en fait. Malgré mon intervention, alors il y avait des choses qui s'étaient débloquées, mais pas suffisamment pour que ça se vende. Et j'ai pas eu le truc sur le moment de lui dire. C'était il y a quelques temps maintenant. De lui dire, vous allez galérer. Ouais. Ok. Voilà. J'osais pas en fait sur le moment parce que c'est une pro, elle me paye pour ça. Enfin voilà. Donc et donc ça m'a aussi appris l'humilité. Et aujourd'hui je dis oui. Je dis
mettez pas trop de temps sur ce bien-là. Enfin, si c'est un agent immobilier, enfin si c'est un professionnel, dépensez pas trop d'énergie ou d'argent sur cette maison-là parce que ça va être long. Ça pourra se faire, mais ça va être très très long. Et puis quand c'est des particuliers, alors j'ai jamais eu l'occasion de dire faut partir, voilà. Par contre, faut bosser, ouais. Ça, je le dis, ouais. Ça veut dire que la purification d'un lieu, d'une habitation, quelle qu'elle soit, ça marche pas à tous les coups? Non, bien sûr que non. Je suis pas Dieu, hein. Voilà. Et puis entre ce que je dis, ce que la personne comprend, il peut y avoir aussi un gap énorme. Donc non, je suis aujourd'hui, je suis OK avec ça. Est-ce que vous avez j'adore les histoires, moi. Vous avez une histoire qui vous a profondément marqué, d'un avant-après, quelque chose qui... Ouais, alors je sais pas si c'est cet exemple-là qu'il fallait, mais il y en a un qui vient là. Je me souviens je le salue d'ailleurs, un artisan qui m'avait fait, un artisan peintre, qui m'avait fait venir dans sa maison. S'était séparé, il était pas très bien, il avait des problématiques dans sa vie perso, il se sentait pas bien depuis qu'il était dans la maison en fait. Et donc je fais la purification, méga cartésien. Il y a pas plus cartésien que lui, vraiment. Donc il m'a fait venir. Je le voyais qu'il me regardait en mode ouais bon, elle a fait son truc là machin, voilà. On a discuté, mais j'ai bien senti qu'il y avait pas d'accroche, il y avait rien du tout. Enfin, en tout cas, j'ai pas senti qu'il était ouvert à ce que je lui révélais, et pour autant il y avait des sacrés messages. L'histoire est dans le livre. Mais par contre, il s'est souvenu d'un truc. En passant dans la salle de bain, parce que comme je fais la visite de la maison, je passe partout. Bien sûr. Et il y a un moment donné, je passe dans sa salle de bain et je lui ai dit, mais je m'en souvenais même pas. Je lui ai dit, là, t'as une fuite. Et puis elle est assez costaud. Et non, tu vois bien, il y a pas de fuite là. Enfin, la salle de bain était terminée. Enfin, elle était normale, refaite, voilà. Clean, ouais. Voilà. Et donc il me dit, non, voilà. Et puis quelques mois après, je crois, il a refait cette fameuse salle de bain. Et en fait, quand il a cassé la douche, exactement à l'endroit où je lui ai dit, il y avait la fuite. Tous les murs sont tombés tellement ils étaient verts, imbibés d'eau, imbibés d'eau, etc. Et donc il a pris la photo et il l'avait relayée sur les réseaux sociaux en disant là tu m'as scotché. Donc ça s'est pas passé de suite. Ça a été avec un temps d'écart, mais oui, il a fini par se dire que peut-être quand même il y avait un truc. Ce qui doit être quand même le plus impressionnant dans votre vie, c'est de rentrer quelque part et alors quand vous percevez effectivement des fuites d'eau, des choses comme ça, mais des gens, des entités, ça doit être puissant. Alors, parce que vous les voyez quand même, ces gens se balader dans la maison, quoi. Ouais. Alors, là, je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que je peux entendre sur ce sujet-là. Ok. Ce que je me souviens enfant, c'est que moi, c'était extrêmement gai. C'était des potes. Dans ma chambre, quand ma mère m'envoyait me coucher, je retrouvais tous mes potes, moi. Et donc, tous ces défunts qui étaient dans ma chambre, on rigolait, ils me racontaient leur vie, leurs histoires, leurs anecdotes. Je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui ma richesse humaine et émotionnelle. J'adore les humains qui me racontent leurs histoires, ça me fascine. Et je pense que j'avais déjà cette fascination enfant avec les défunts. Et donc, du coup, quand je rentre dans un lieu et qu'il y a des défunts, je suis plus dans la compréhension de leur situation, de pourquoi ils sont là, de qu'est-ce qui les tourmente, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui les font souffrir. Oui, parce que par définition, ils n'ont pas évolué, ils restent bloqués. Soit ils sont restés bloqués, soit ils ont un message à transmettre, ils n'arrivent pas à le transmettre. J'en ai eu un cette semaine là où ils me disaient mais je n'arrête pas de le dire, mais ils m'entendent pas. Et soit ils sont bloqués dans une situation, oui, les concernant, dans leur histoire ou dans leur voilà. Mais en fait, c'est pas que ça me fait mal au cœur, mais c'est triste en vrai. Et donc du coup, quand je vois des défunts ou des entités, j'ai plus cet élan d'aller vers eux pour communiquer et savoir, en fait, pour essayer de les aider, quoi. Alors à mon juste niveau, je suis pas Dieu. Je dis aux gens en purification, je suis pas Dieu, moi. Je n'ai pas vocation à faire partir. Enfin, je ne peux pas comprendre comment on peut dire, en étant humain, qu'on va faire partir une âme, on va faire monter ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des gens qui disent ça. Mais qui on est, nous, pauvres humains, pour décider de faire monter une âme? Alors, ils disent pas monter une âme, mais c'est permettre à une âme de s'apaiser, de passer un message, de pouvoir raconter son histoire. Ça, oui. Mais après, c'est l'âme qui décide de partir ou pas. Et elles n'ont pas toute vocation à partir. Hein. Moi, je suis super contente que mon grand-père m'aide. J'ai pas du tout envie qu'il s'en aille. Et il fait d'autres choses par ailleurs, puisque je sais qu'il est déjà ailleurs. Mais pour autant, quand je l'appelle, il est là et c'est génial. Donc,
je me bats un peu contre les idées d'Hollywood, là. Les idées d'Hollywood. Bah ouais, les trucs terribles qui vont venir vous attraper, les fantômes, les trucs qui font peur et tout ça. Poltergeist. Ouais. En fait, je trouve ça, débile parce que c'est réducteur à la peur, en fait. Mais ça existe. Ça alimente la peur. Ça existe. Ou pas? Oui. D'après vous? Oui, ça existe. Mais ça existe et ça communique par la peur. Alors, en fait, ce qu'on capte, on le capte avec notre propre taux vibratoire. Pourquoi? Parce que de l'autre côté du voile, pour communiquer avec nous, en tout cas c'est ce que moi j'en ai compris, pour communiquer avec nous, ils ont besoin de se mettre sur notre taux vibratoire. Donc si nous, on a la trouille, ils vont se mettre sur le taux vibratoire de la peur. Donc c'est comme ça qu'il y a des portes qui claquent, des bouquins qui tombent des bibliothèques, etc. Si on est dans la colère, ils vont se mettre sur la colère. Parce que c'est leur seule façon de communiquer avec nous que de se mettre sur le même taux vibratoire. C'est aussi simple que ça. Donc les trucs terribles là, oui, c'est Amityville, c'est pas... C'est simplement parce que on a besoin, enfin, on alimente les humains avec la peur. Bon, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre maintenant. Donc du coup, c'est cool. On nous enseigne ou on nous raconte des histoires de trucs qui font peur. En vrai, franchement, rien qui fait peur en fait. Oui, il y a des circonstances de vie pour des défunts qui sont lourdes. On est d'accord. Il y a eu des trucs terribles, des départs horribles, des histoires terribles. Mais à partir du moment où on les écoute, où on veut bien s'ouvrir à ne serait-ce que leur laisser raconter ces histoires-là, eh ben, c'est comme nous, là, on fait du lien, quoi. On crée du lien. En créant du lien avec les défunts, ça peut les apaiser, simplement d'échanger. Moi, combien de fois je rassure des défunts en leur disant que, bah oui, c'est terrible ce qu'ils ont vécu. C'est vrai, ils ont raison. Et ils ont raison d'être en colère. Et ils ont raison de l'exprimer. Pour autant, peut-être que maintenant, ils peuvent passer à autre chose. C'est fou parce que j'entends ce que vous dites et Dieu sait qu'on en a reçu des gens ici sur ce plateau, mais il y a des gens qui nous disent l'inverse de ce que vous dites. Je sais. Il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, que la colère n'existe pas de l'autre côté. Ils ne sont qu'amour et donc, effectivement, ils ne peuvent pas être sur de la rancœur ou ils ne peuvent pas être... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vrai, une fois qu'ils ont fait la transition, une fois qu'ils sont passés. Alors, moi, j'appelle ça la salle de cinéma. D'accord? Quand on décède, on passe à un moment donné dans la salle de cinéma. On s'assoit dans un énorme fauteuil et on revisionne tout ce qu'on a vécu. Voilà. Pendant cette phase-là, c'est là que on a besoin d'apaiser, de guérir, aplanir. C'est hyper compliqué en fait de mettre des mots humains là-dessus parce que bon voilà, forcément c'est limitant, mais pendant cette phase moi j'appelle ça le process. Ils sont en process, voilà. Ils sont en train de revoir tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont expérimenté. Et donc là, oui, les émotions peuvent encore être présentes parce qu'ils sont dans cette phase de revoir, de comprendre ce qu'ils n'ont pas compris, d'intégrer ce qu'ils n'ont pas intégré, etc., etc. Ce temps-là de process, il est méga variable. Selon, ou j'en sais rien, enfin, il y a des gens qui vont rester pendant 20 ans de notre temps humain à nous dans cette période de process. C'est ce qui a été le cas de mon grand-père, par exemple. Mais il y en a qui y passent direct. Une fois que ce process-là est terminé, tout est apaisé, en fait. Tout est compris, intégré, voilà. Et on peut avoir envie de repartir, enfin voilà. Donc dans ce cas-là, oui, c'est complètement apaisé. Ça n'est qu'amour de l'autre côté. Mais c'est paradoxal avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous dites comme ils sont obligés donc ils se mettent à notre niveau de colère si on est en colère, ils se mettent à notre niveau de tristesse si on est en tristesse, de peur si on a la peur. Pour communiquer avec nous. Pour communiquer. Et oui, juste pour communiquer, juste pour entrer en contact avec nous. Ils ont besoin de se mettre sur ce taux vibratoire. C'est pour ça que moi, j'ai jamais vécu de purification terrible et horrible comme j'ai pu en entendre des témoignages de gens qui se font tirer par les cheveux, je sais pas quoi. Enfin, j'hallucine. Enfin, moi, j'y vais avec tout l'amour que je peux avoir pour mes copains de l'autre côté du voile et de simplement les écouter, donner du sens à ce qu'ils ont vécu. Enfin, comme je le ferais pour un humain qui me raconterait un truc qui vient de lui arriver, qui est terrible, quoi. Enfin, et du coup, de se sentir entendu, de se sentir déjà entendu, c'est énorme. Mais de donner du sens, de transmettre les messages ou de faire comprendre des choses aux gens qui habitent dans la maison. Des fois, c'est des défunts qui n'ont rien à voir avec les gens de la maison. Mais comme ils ont un pan d'histoire commun, le défunt veut transmettre un message pour celui qui est en train de vivre le truc dans la maison, là, en ce moment. Et donc, à partir du moment où il a passé le message, moi, je le sens en purification. Ça pèse direct. Ça pèse, ouais. Et les gens le sentent aussi. Et il y a des défunts qui ne veulent pas que la maison se vende. Il y a des défunts qui ne veulent pas que... Voilà, oui, qui sont attachés. Ou qui n'acceptent pas que ces nouveaux propriétaires arrivent. Complètement. Oui, ça arrive. Et dans ce cas-là, idem, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, c'est d'expliquer que voilà, la nouvelle famille qui arrive va bien s'occuper de la maison, que
bien sûr, ils peuvent rester s'ils le souhaitent. C'est de faire du lien, quoi. On a du mal à faire Et vous êtes ce lien. entre humains, exactement. J'imagine direct les commentaires. Comment est-ce qu'on vous consulte? Il faut être sur place, évidemment, par définition. Alors, pas du tout. Non? Le truc génial, c'est que ça marche aussi bien sur photo, mieux même. Pour moi, en tout cas, c'est nettement moins fatigant parce que la purification sur place, alors je le fais à Toulouse et aux environs de Toulouse. Donc là, faut me contacter, faut demander selon la distance, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie max de Toulouse. Et sur photo, quand je vais sur place, c'est extrêmement énergivore puisque pour moi, le fait de faire la purification. Oui, bien sûr, ça. Il y a des après-midi entiers, enfin, tout dépend les purifications, mais en général, maintenant, je suis contente parce que je commence à peu près à le sentir maintenant. Je me dis, celle-là, elle va être compliquée. Okay. Donc je décale, enfin, je m'arrange pour pouvoir récupérer. Sur photo, c'est moins impactant pour moi. Donc c'est en ça que... Non, photo. Et pas vidéo. J'ai essayé, c'est pas bien. Ça va pas? C'est pas bon pour moi. Uniquement photo. Une visite virtuelle, en fait, en photo. Okay. Je dis aux gens, vous rentrez dans votre maison, vous fermez la porte, voilà. Et vous faites des photos de chaque pièce. Quand elles sont grandes, vous faites plusieurs angles. Ouais. Et vous m'envoyez tout dans un fichier le jour du rendez-vous. Surtout pas avant. Surtout pas avant. Parce que sinon, je commence déjà à percevoir plein de choses avant, en fait. Ouais. C'est incroyable, quand même. C'est passionnant, vraiment. J'adore. J'imagine que ça doit être fantastique, quand même. Vous devez entendre et voir des tranches de vie. C'est extraordinaire. Honnêtement, c'est aussi touchant de voir ces défunts s'apaiser, pouvoir transmettre des messages, pouvoir être rassurés aussi, parce que parfois, on peut se retrouver devant des défunts qui sont perdus, en fait. Ils sont paumés. Et de les guider, de les aider, c'est super. Et de voir ces gens, moi, j'adore voir ce truc dans le regard de la personne, bien de sûr. Dire, mais comme une ouverture à quelque chose, quoi. Que disent vos enfants aujourd'hui, maman et les médiums? Oui, aujourd'hui ils le disent. Ils le disent, ouais. C'est bon. Ma fille même de temps en temps me dit bon, il y a Madame machin qui va t'appeler parce que. Ouais, c'est ça. Il faut faire un petit coup de main sur un lieu ou sur quelque chose. Deux petites choses avant de terminer. Les ouvrages, évidemment, on a parlé de celui-ci avec la pièce manquante du puzzle qui retrace. Alors, je suis toujours étonné des gens qui écrivent sous le couvert du roman. Ouais. Pourquoi ne pas dire que c'est un livre autobiographique? Parce qu'au moment où c'est sorti, j'étais pas capable de le dire. Okay. Et je l'aurais pas dit comme je le dis là aujourd'hui. Tout ce qui est écrit, c'est mon histoire. Bah évidemment. Donc ce n'est plus un roman. Et puis le second, qui vient d'arriver, ouais. Qui est en auto-édition, qui s'appelle Quand vos murs me parlent, les péripéties d'une médium pragmatique. Et effectivement, alors faut bien noter au fur et à mesure parce que vous devez avoir des histoires incroyables. Ouais. Alors je me suis mis un petit rituel en fait quand je finis la purification et que je me souviens encore. Je fais un mémo vocal pour raconter l'histoire. Bah oui. Et en fait, je raconte les histoires des purifications depuis un long moment maintenant sur mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et en fait, les gens adorent ça. Et le deuxième livre est sorti comme ça, où en fait, je me suis dit, mais je vais autant sur le premier roman, c'est mon histoire, sans trop aborder la médiumnité, puisqu'à l'époque, c'était pas encore trop d'actualité d'en parler. Mais pour le coup, là, le deuxième, j'explique vraiment ce que j'ai vécu depuis enfant en tant que médium et jusqu'à aujourd'hui. Et puis, dernière question, Ama. Ouais. Alors ça, c'est une histoire... lors d'une des consultations de lecture de mémoire akashique que j'ai fait pour moi, je cherchais un nom, en fait, à utiliser pour activité. Pour ma deuxième vie, mon nom d'artiste. Et en fait, Ama était déjà un nom que j'avais dans une autre vie et pour lequel j'étais guérisseuse par la voix. Ok. Je disais ma voix. Et ce qui est assez rigolo, c'est que cette information m'a été donnée à l'époque. On était 3 super copines. Et en fait, on était déjà 3 sœurs dans une autre vie. Et c'est par le biais de ces 2 autres personnes que j'ai su que je m'étais appelée Lana Ama. Ah, Lana Ama. Donc vous avez repris directement. Lana n'est pas mon prénom de naissance. Mais alors là, on pourrait se dire, bonjour le transgénérationnel. Ben oui. Vous récupérez un nom et un prénom d'une ancienne vie. Alors non, le prénom, c'est moi qui l'ai trouvé. Ouais. J'avais changé de prénom à 24 ans sans savoir pourquoi. C'était une des, vous savez, des petites interrogations que j'avais dans ma vie en me disant mais pourquoi j'ai fait ça? J'étais incapable de dire pourquoi. Je voulais tourner une page. Voilà ce que j'avais dit à l'époque. Bon, j'ai changé officiellement.
Et donc, oui, j'ai soigné mon transgénérationnel. Aujourd'hui, j'ai une relation avec maman qui est extrêmement douce et apaisée, ce qui n'était pas du tout le cas avant de me souvenir de cette histoire familiale. Alors c'est drôle, ça me parle évidemment parce que Marc Leval n'est évidemment ni mon prénom, ni mon nom. Voilà. Donc, et on sait pas pourquoi. On a 15 piges, on se dit, non, il faut que je change de prénom et de nom. C'est ça. Et voilà, il fallait. C'est ça. Lana Et c'était écrit comme ça. Et c'était écrit comme ça. Lana Ama, c'est 2 ouvrages que vous trouvez sur Amazon. Oui, absolument. Voilà, qui sont en auto-édition. Et puis, on va vous mettre les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Lana autour de cette vidéo. Vous avez tous les liens. Parce que je pense que, effectivement, quand on est aujourd'hui dans la quête d'un achat immobilier ou une revente immobilière ou une location ou éventuellement que on ressent certaines choses et notamment des désagréments au sein de son foyer, ça peut être un petit coup de main et plutôt le bienvenu. Hein. Et puis de s'ouvrir à autre chose que ouais. juste le monde pragmatique et cartésien. Et souvent, je dis aux gens, venez développer votre intuition par le biais des formations que je propose aussi pour rééquilibrer en fait votre mode de fonctionnement. Et, moi, la première, il y a encore quelques années, n'était que dans le mental et avec le pragmatisme et tout ça. Et d'ouvrir à autre chose, voilà, ça permet, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de choses. Merci Lana. Avec grand plaisir, merci. Merci infiniment. Vous commentez, vous partagez et je suis sûr que vous ne regarderez plus tout à fait votre intérieur de la même manière désormais, mais on attend de voir quels sont les commentaires justement. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine rencontre très rapidement. Salut.